Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Votre émission, le jury du dimanche e-radio ITV, reçoit Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Il est aussi le coordonnateur de la coalition Macky 2012. Bonjour Moustapha Diagne. Bonjour Mamadou et bonjour à tous les auditeurs de e-radio et tous les téléspectateurs de ITV. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue le 12 novembre prochain. Une école sénégalaise qui est dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement et donc de son ministre de l'Éducation nationale. Une situation sans doute inédite et sujette à interrogation. Comment, dans un tel contexte, se prépare la rentrée du 12 novembre? La période de pandémie de la Covid-19 qui a entraîné l'arrêt des enseignements en présentiel depuis le mois de mars n'en est pas moins un sujet de préoccupation. Pour en parler, nous avons donc choisi d'inviter le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Moustapha Diagne. Enseignant de formation, il est également un acteur politique, coordonnateur de la coalition Macky 2012. Il est aussi président fondateur du parti Synergie républicaine et ancien militant de l'Alliance Diofdiel. Première question, Moustapha, d'abord ce drame qui se joue en mer avec des jeunes Sénégalais qui périssent parce qu'ils fuient le pays, si on peut le dire comme ça, peut-être faute d'espoir, en pensant qu'ils vont retrouver ailleurs un Eldorado et malheureusement, catastrophe, c'est des morts au large des côtes sénégalaises. D'abord, ce chiffre, on parle de 140 morts de l'Organisation internationale pour la migration, mais le ministre de l'Intérieur dit que seuls 6 corps ont été repêchés. Vous avez les bons chiffres? Non, je me fie donc aux chiffres du ministère de l'Intérieur, tout en sachant qu'il est extrêmement difficile de dresser des statistiques quant à tous ces jeunes-là qui restent dans la mer, puisque c'est des embarcations clandestines. Et donc en amont, il n'y a pas de liste qui permettent de voir qui est monté et qui n'est pas monté. En tout état de cause, même un seul mort est un drame pour moi. Et je crois qu'on devrait s'arrêter sur cela, parce que derrière, il y a une pression sociale. Ce ne sont pas des jeunes, tous ces jeunes-là ne sont pas en chômage, beaucoup d'entre eux travaillent, mais ils demandent un travail décent. Et la pression sociale, c'est vous êtes dans la maison avec votre demi-frère qui part en Europe, qui revient, qui construit un immeuble, ta maman va te dire, écoute, il faut faire comme lui. C'est ça la pression sociale. Donc on devrait parler aux parents, même avant même de parler aux jeunes. Je pense que le gouvernement devrait accentuer tous les programmes vraiment consacrés à ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est-à-dire tous ces jeunes-là qui sortent, qui ont déjà un diplôme et qui attendent même le premier stage. C'est extrêmement difficile pour eux. Je pense que le programme École-Entreprise est un bon début de solution, mais il faudrait accélérer cela et massifier. Parce que le président Macky Sall fait beaucoup de choses. Mais il faudrait que le gouvernement massifie et intensifie toutes ces actions-là, qu'on le sente dans les quartiers, qu'on le sente dans les villages. Pour moi, c'est extrêmement important. Surtout les programmes comme la DER, 3FPT, tout cela devrait concourir à fixer les jeunes. Mais il faut rendre à cette jeunesse-là un espoir. Arrêtons-nous sur les morts. C'est le chiffre de 140 morts ou le nombre de 140 morts qui a fait réagir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui se dit ému dans un tweet. Et certains ont dit, mais le président de la République doit décréter un deuil national. Bon, encore qu'il faudrait mettre un point d'interrogation sur le nombre. Parce que lui-même avait dit que
il y aurait 2 millions de morts ici en Afrique. En parlant de la Oui, pandémie, la pandémie. Donc je pense que moi... Vous pensez que le secrétaire général de l'ONU n'est pas bien placé pour et se puis, prononcer sur cette question? Tout à fait. Il faudrait qu'il fasse très attention à des chiffres, parce que c'est des chiffres qu'on doit vérifier. On ne peut pas déroger. L'OIM, quand même, l'organisation internationale. Mais il faut que ça... C'est une institution crédible, non? Est-ce que 140 corps ont été repêchés? Voilà, c'est la question. Il faut que, lorsqu'on doit décréter des chiffres, il faut que ça soit vérifié. Il n'y a pas lieu de décréter un deuil national, selon vous? Non, puisque ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est depuis des années que les jeunes restent dans la mer. Ça, ce n'est pas nouveau. Bon, il ne faut pas banaliser non plus, c'est une catastrophe, non? Non, du tout. Il faut plutôt prendre des mesures. Et je pense que le président a pris des mesures drastiques, surtout à l'endroit des rabatteurs, à l'endroit des passeurs, à l'endroit aussi des courtiers qui travaillent ça. Il faut prendre des mesures. Donc, c'est vrai, il est bon de condamner, il est bon de s'indigner, mais aussi il faut prendre des mesures pour arrêter ce drame. Parce que véritablement, c'est un drame. Et les jeunes, je suis sûr et certain que d'autres jeunes sont partis, sont restés dans la mer et personne ne le sait. Donc, s'aventurer à donner des nombres, pour moi, me semble hasardeux. Parmi ces jeunes qui partent, il y a des pêcheurs qui disent qu'aujourd'hui, il y a une surpêche, qu'on a donné des licences de pêche à des navires étrangers. Il y a également la politique de l'emploi du gouvernement. Est-ce que ce ne sont pas toutes ces politiques qu'il faut aujourd'hui questionner et revoir? Oui, c'est vrai. Bon, qu'il y a donc la surpêche là, qui n'est pas uniquement liée à des questions de délivrance de licences de pêche. Mais les cargos chinois, européens, russes, viennent ici dans la mer. C'est un problème de surveillance. Est-ce que nous avons la capacité, tous les moyens, toute la logistique nécessaire pour pouvoir surveiller nos côtes, notre surface maritime? Sauf que le gouvernement est souvent dans le déni en disant que tout se passe normalement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais non, je dis que surveiller les surfaces océaniques relève de moyens extrêmement conséquents. Encore que nous sommes encore un pays sous-développé et qui tend à l'émergence, etc. Mais nous n'avons pas les moyens suffisants pour contrôler tous ces bateaux-là qui viennent racler les fonds marins. Ça, nous le savons. De temps en temps, on apprend, mais il y a beaucoup qui s'échappent. Et pour moi, c'est là qu'il faut trouver le problème. Sur la politique de jeunesse, pendant le premier mandat, il y a eu 365 000 emplois formels qui est recensé au niveau du ministère du Travail. Je ne parle pas de tous ces emplois-là qui sont pris dans l'informel. Maintenant, c'est insuffisant. Le président a parlé de 1 million d'emplois pour ce deuxième mandat-ci, mais il faudrait que tout le monde s'y mette, que le gouvernement s'y mette. Il faudrait aussi davantage aider les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui prennent, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, par exemple, nous, au niveau du système éducatif, chaque année, nous prenons entre 1500 et 2000 enseignants. Ce n'est pas rien. On prend au niveau de la santé, au niveau de l'armée, etc. Mais c'est presque une goutte d'eau dans la mer. Il faudrait également développer l'employabilité des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui ne savent pas travailler, qui n'ont pas de métier. Ça également, c'est une question qu'il faut régler. Et l'arrimer. La responsabilité du gouvernement. Oui, et l'arrimer surtout au métier du pétrole et aux métiers voisins. Puisque ce qui risque d'arriver, c'est qu'en 2023-2024, nous n'aurons pas suffisamment de ressources humaines pour travailler dans les champs pétroliers. On va écouter ce coup de gueule d'une de vos compatriotes. C'est ça. Une dame qui s'exprime et qui se prononce sur la politique d'emploi et de formation justement du gouvernement. Macky Sall nous a promis
qu'après être élu, il va faire la promotion de l'emploi des jeunes, qu'il va permettre à certains jeunes d'accéder à des niveaux supérieurs dans leurs études, à beaucoup de choses, à des bourses d'études, beaucoup de choses en tout cas. Et moi, ce qui me fait mal, je me suis battue pendant 12 années de ma vie à décrocher un bac. Et puis, j'ai eu un bac scientifique. Même orientation à l'université, ça n'était pas possible. Et pourquoi actuellement, donc, l'État nous dit que non, qu'on doit faire la promotion de la série scientifique? À quoi bon semble de faire une promotion de la série scientifique alors que vous n'arrivez pas à orienter tous ces élèves? Je ne sais pas. Et puis des jeunes aussi que leurs parents se tuent pour payer une formation, pour qu'ils puissent faire une formation. Et après cette formation, rien. Zéro. On sort zéro. Même pas un stage. Même pas un stage. C'est quel pays on est? Et actuellement, il y a mes frères qui meurent dans l'Atlantique, dans la Méditerranée. Cette Sénégalaise est très en colère. Oui, j'aimerais bien discuter avec elle, puisque si vous vous rappelez bien, à partir de 2012, les 3 ou 4 premières années, et même 5e année, tous les étudiants qui n'ont pas pu être orientés dans nos universités faute de place, mais ont été orientés dans les universités publiques et dans les universités privées, autant pour moi. Il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes licenciés, de jeunes qui ont leur master, mais c'est le président Macky Sall qui a payé. Oui, ben on sait, hein, l'État a eu du mal aussi à payer les factures de ces écoles privées. Oui, mais en fait il y a eu des accords sur la facture. Là, on parlait de 16 milliards, l'État parle de 8 milliards. Mais toujours est-il qu'il y a de l'argent à payer. Mais aussi, il y a de l'argent qui a été avancé. Est-ce que cette facture a été payée au jour d'aujourd'hui? Non, en fait, beaucoup a été payé, ça on peut le dire. Oui. L'État est en train de mener un audit pour voir, un audit financier, pour voir si est-ce que donc, les chiffres avancés par les universités privées sont avérés. Mais je pense que beaucoup d'argent a été avancé sur cela. Maintenant, mais l'État reste devoir encore de l'argent à ces écoles privées, on est bien d'accord. Mais même vous, l'État reste de vous devoir de l'argent, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il va payer. Mais bien sûr, l'État finit toujours par payer. Revenons à cette problématique posée par cette dame. D'abord, les séries scientifiques, problème d'orientation. Moi, son cas quand même m'étonne. Pourquoi donc un élève de terminale qui a réussi en passant par les séries scientifiques ne soit pas admis à l'université. Donc c'est un cas quand même qui devrait être beaucoup plus documenté puisque nous puissions nous prononcer. En tout état de cause, nous ne nions pas que nous avons des problèmes de capacité d'accueil dans les universités. Nous ne le nions pas. C'est pourquoi l'État a payé pour beaucoup de Sénégalais pour qu'ils puissent continuer leurs études. Encore que, même aller à l'université, l'État n'est pas obligé de recevoir tous les étudiants à l'université. Mais le président en a décidé ainsi que tous les nouveaux bacheliers doivent être orientés. Nous avons des difficultés jusqu'à présent, c'est compréhensible. Maintenant, il y a les UVS, il y a également que le président a demandé que nous exploitions le volet, la dimension numérique pour pouvoir prendre en charge tous les bacheliers et pour qu'ils puissent terminer leur cursus universitaire. Maintenant, sur l'emploi des jeunes, je le disais tout à l'heure, c'est ça le chômage frictionnel. Donc tous ces jeunes-là qui ont leur diplôme, finalement, il y a maintenant un peu de contradiction dans ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'a pas été reçue à l'université. Ensuite, elle parle de premier stage. Je voudrais bien comprendre, mais en tout état de cause, nous devons accélérer le travail, nous devons accélérer les efforts sur la question de l'employabilité d'abord, ensuite de l'emploi des jeunes. Il reste beaucoup à faire, nous devons le reconnaître. Le président a mis en place la DER, l'ANPEJ. Beaucoup de politiques
de promotion. L'école entreprise, donc il y a les jeunes que nous prenons, à qui nous offrons des bourses et qui sont pris en stage dans les entreprises. Je pense que c'est une bonne solution, encore qu'il faudrait généraliser pour que tous les jeunes qui viennent de sortir bénéficient d'une bourse et puissent travailler dans une entreprise afin d'être employables à terme et de trouver donc un emploi permanent. On reviendra sur ces questions d'éducation et de formation. Je rappelle que le jury du dimanche e-radio ITV reçoit Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation. Il est également un allié du président de la République, allié politique, puisqu'il dirige aujourd'hui la coalition Macky 2012, la première coalition du candidat Macky Sall victorieux en mars 2012 face au président Abdoulaye Wade. Autre question de préoccupation, c'est l'attente de ce nouveau gouvernement qui a été dissous lors du dernier Conseil des ministres par le chef de l'État. Comment vous attendez la formation de ce nouveau gouvernement? Oui, mais avec beaucoup de sérénité, parce que les gouvernements, on les forme tout le temps et on les dissout tout le temps. Je pense que après cette pandémie, donc l'affaire des jeunes là qui restent dans la mer, qui perdent la vie, les inondations qui sont passées, je pense que le président avait besoin de revoir tout cela et de changer d'équipe pour, dans le cadre du fast track, donc arriver à résoudre. Il l'avait promis déjà après sa victoire en février de 2019. Mais malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Donc personne n'entrevoyait la survenue de la Covid qui est arrivée et qui a enrayé, qui a ralenti notre dynamique de croissance. Mais quoi qu'il en soit, le président, donc lui qui avait mis en place cette équipe-là, a jugé nécessaire donc de la changer. Le fast track s'est embourbé? Non, du tout. Je pense que les dossiers sont traités régulièrement. Mais malheureusement, j'ai dit tantôt que nous avons été ralentis par donc la Covid. Il nous faut prendre un nouvel élan pour prendre en charge le PAP 2. Parce que les populations attendent, surtout les jeunes. Personnellement, mon attente, c'est que le prochain gouvernement puisse restaurer rapidement l'espoir de ces jeunes-là. Et que ces jeunes-là puissent comprendre qu'il est possible de travailler ici, qu'il est possible d'étudier ici, de travailler ici, de réussir au Sénégal. Que ces jeunes-là puissent comprendre que bientôt nous allons exploiter le pétrole et que le Sénégal va changer de visage. Maintenant, il fuit des problèmes, peut-être, mais il faut savoir qu'en Europe, en Amérique, mais il y a des problèmes. Partout dans le monde, il y a des problèmes. En Europe pendant le froid, en Amérique pendant le froid, mais il y a des êtres humains qui meurent de froid. Un gouvernement capable de redonner de l'espoir à la jeunesse, et puis il y a ce vieux débat, gouvernement politique, gouvernement de technocrates. Vous êtes un allié du président. Quelle est votre appréciation par rapport à cette dichotomie qui est souvent faite? Un gouvernement est toujours politique. Ce n'est pas parce que, moi je voudrais bien qu'on m'explique ce que c'est un technocrate. La différence, moi je ne la vois pas. Parce que la plupart des gens qui font de la politique sont des technocrates. Et la politique, elle est essentielle. C'est la politique qui prend les décisions. C'est la politique qui définit notre curriculum. C'est la politique qui décide de notre politique en matière de communication. La politique, elle est importante. Maintenant, il y a la politique politicienne, ça c'est autre chose.
Le secrétaire général de la présidence de la République, avec rang de ministre d'État et ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, le secrétaire général du gouvernement Maxime Jean-Simon Ndiaye et la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame Aminata Touré, ont été relevés de leurs fonctions. Quelle est votre compréhension de ces décisions du chef de l'État vis-à-vis quand même de ces piliers de son régime? Bon, personnellement, je pense que ça pourrait relever d'une volonté de redéploiement de ces hautes personnalités qui sont proches du chef de l'État et qui peut-être vont se retrouver dans d'autres stations. Vous ne vous attendez pas à ce qu'elle quitte définitivement l'attelage? Non, je ne le pense pas. Parce que je n'ai pas... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Oui, je n'ai pas de signaux qui me permettent de le dire. Puisque quand même nous faisons de la politique. C'est vrai que pour Mme Aminata Touré, il y a eu un moment où il y a eu quelques frictions avec le chef de l'État. Oui, on pensait que c'était réglé, non? Oui, nous-mêmes, en tant que Macky 2012, nous avions fait le nécessaire pour que les deux puissent donc se retrouver. Oui. Maintenant, vous savez... Et aujourd'hui que cette décision est prise, ça vous surprend qu'elle quitte la présidence du Conseil économique, social et environnemental? Oui, je suis un peu surpris de la décision, mais je pense que ça doit relever d'une volonté de la redéployer ailleurs. Parce que je n'ai pas connaissance ces derniers temps. Il n'y a pas de crise, entre les deux? Entre les deux. Je n'ai pas connaissance de cela, d'autant plus qu'à plusieurs reprises, Madame la Présidente Aminata Touré est descendue pour défendre le chef de l'État et faire le tour des plateaux. Oui. S'agissant de Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre, poste qui a été supprimé, après appelé aux côtés du chef de l'État pour occuper la fonction de secrétaire général de la présidence de la République. Oui, surtout lui, je pense qu'il sera redéployé ailleurs. Voilà, parce que j'ai un peu ouï de la relation entre les deux, qui sont au beau fixe. Maintenant, nous sommes en politique, on ne sait jamais. C'est le chef de l'État qui a des informations, qui est le citoyen le mieux informé. Donc, il pourrait décider autrement. Mais à mon avis, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. D'autant plus que le président Macky Sall est très constant en matière de relations. C'est quelqu'un qui ne se sépare pas aussi rapidement de ses collaborateurs ou bien de ses amis. Il a dit récemment, oui, les changements sont nécessaires, mais qu'à chaque fois qu'il y a un changement, il perd ses amis ou des amis, il n'aime pas les remaniements. Pourtant, là, il est en train de remanier. Et là, il limoge, entre guillemets, ceux qui passaient pour être ses plus proches collaborateurs, en tout cas compagnons politiques. Comment vous l'expliquez? Oui, il dirige un État. En matière d'État, il n'y a pas d'état d'âme. Parce que lui, le chef de l'État, il vise l'intérêt général. Si l'intérêt général exige de lui qu'il se sépare d'amis, politiquement d'amis ou de compagnons, il le fera sans état d'âme. Ça, c'est l'État. L'État est froid. L'État prend des décisions. Et puis, en fonction de trois principes, la neutralité, donc la généralité et l'opportunité. Quitte à ce que ses amis deviennent ses ennemis. Oui, pas ses ennemis, peut-être ses adversaires, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais est-ce que vous verrez là prochainement qu'une Aminata Touré, un Boun Abdallah Dionne soient des adversaires politiques du chef de l'État? Mais on a connu... Vous n'excluez pas cette hypothèse? En politique, on n'exclut rien du tout. Alors regardez les Abdou Mbaye, tout ça, Thierno Alassane Sall, ils étaient avec nous au début. Ils ne sont plus avec nous. La plupart des membres de l'opposition, regardez les Malick Gakou, tout ça était avec nous, ils ne sont plus avec nous. La politique, c'est des rencontres et des séparations en fonction des contextes. Wait and see, comme on dit, ce gouvernement qui est attendu, mais Macky 2012, cette coalition
qu'il a porté au pouvoir. Après, il y a eu quand même Benno Bokk Yakaar entre les deux tours. Macky 2012, coalition que vous dirigez aujourd'hui, c'est souvent plein d'être le parent pauvre des équipes gouvernementales du président Macky Sall. Quelles sont vos attentes cette fois-ci, à la veille justement de la constitution de ce gouvernement? Oui, dernièrement, Jean-Paul Diaz, le doyen Jean-Paul Diaz, a été promu. Adi Mbergane Kanouté également a été responsabilisé au niveau de l'Assemblée. Je pense que c'est une bonne chose. Jean-Paul Diaz, envoyé spécial auprès du chef de l'État. Oui. Nous souhaitons que le président continue dans cette dynamique-là, parce qu'un gouvernement de la deuxième alternance devrait normalement abriter des membres de Macky 2012 authentiques. C'est notre position d'hier, c'est notre position d'aujourd'hui. Maintenant, c'est lui que la Constitution confère ces prérogatives-là. Vous voulez des ministres ici de la coalition Macky 2012? Oui, parce que Benno Aktanor n'a jamais quitté le gouvernement. Benno Siggil Sénégal n'a jamais quitté le gouvernement. C'est vrai que maintenant nous avons des Macky 2012 qui sont allés à l'APR, les Ali Ngouille Ndiaye, par exemple, était de Macky 2012. Mais vous restez à Synergie républicaine. Ah, bien sûr. Tout en étant à la tête de Macky 2012. Oui, nous souhaitons. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix de ne pas vous fondre dans l'APR? Synergie républicaine a été créée en 2007, l'APR en 2008. Nous ne sommes pas d'obédience libérale ou socialiste. Nous sommes d'aucune obédience. Donc pour aller avec l'APR, il faut être de la même obédience en politique. Mais vous avez la République en partage, en commun. Oui, la République. Évidemment, nous avons des points de convergence. Oui. C'est la République. Mais nous sommes d'idéologies différentes. Par conséquent, nous ne pouvons pas être dans le même parti que le président Macky Sall. Nous allons écouter apparemment ce monsieur qui est du même parti que vous, parler de vous justement. C'est ça. C'est M. Fall Ardo, vice-président de Synergie républicaine, parti à la tête duquel se trouve le citoyen président Mohamed Moustapha Diagne, votre illustre invité. Je voulais juste lui poser la question, à savoir, après s'être fait la main comme conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, et ensuite directeur de la formation et de la communication au sein du ministère. Je voulais juste lui demander, est-ce que le temps n'est pas venu d'assumer de plus grandes responsabilités, surtout au niveau gouvernemental? Vous voyez dans la prochaine équipe gouvernementale, c'est le mal que vous souhaite votre camarade de parti. Oui, j'en profite d'ailleurs pour saluer M. Ardofal, qui est le vice-président. Chez nous, on dit citoyen, on ne dit pas camarade, on ne dit pas frère, on dit citoyen. Je voudrais le saluer, parce que quand nous accueillons le président Macky Sall, le candidat Macky Sall en 2011 à Grand-Yoff, lors d'un meeting, donc c'est lui qui était notre porte-parole et je comprends ses préoccupations. Mais nous sommes avec le président Macky Sall surtout pour la construction du pays, pour continuer à garantir la paix, la sécurité. Le président Macky Sall est parvenu à nous préserver des affres du terrorisme. Il construit des routes, des autoroutes, des ponts, il fait des hôpitaux, des écoles. Donc ça, c'est pour ça que nous étions avec lui. Vous ne serez pas déçu si vous ne figuriez pas dans le prochain gouvernement? Non, du tout. Je pose autrement ma question. Voilà, du tout. Du tout? Pour nous, le parti, aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est les positions électives. Nous voulons des positions électives de maire, de président de conseil départemental. C'est ça, donc principalement, la préoccupation, l'objectif du parti. Évidemment, nous ne cracherons pas sur d'autres positions, parce qu'il est toujours bon d'avoir des positions, mais nous n'en faisons pas une exigence. D'ailleurs, nous n'avons jamais fait une exigence de cela. Mais pour le moment, pour Synergie républicaine, il faudrait, aux prochaines élections territoriales, décrocher des positions électives. Dernière question sur
le gouvernement qui est attendu. Faut-il restaurer le poste de Premier ministre ou le supprimer définitivement, continuer à le supprimer? Notre parti, Synergie républicaine, a fait une proposition donc, au président Macky Sall. Nous lui avons demandé de restaurer cette position de Premier ministre. Là, tout de suite? Oui, si c'est possible, c'est notre position. Parce qu'il a besoin vraiment de fusibles, il a besoin de tampons, il a besoin donc de quelqu'un qui puisse vraiment abriter, accueillir tous les mécontentements donc, autour de sa personne. Et il faudra retourner à l'Assemblée nationale. Il faut encore une réforme de la Constitution. Mais pourquoi pas? Ne serait-ce que par voie parlementaire. Pourquoi Vous pensez qu'il aura le temps là de le faire avec l'examen du projet de budget et tout? Oui, en procédure d'urgence, c'est possible. C'est possible. Nous sommes vraiment pour le retour de la position de Premier ministre parce que nous avons considéré que le président Macky Sall, depuis qu'il a supprimé ce poste, est beaucoup attaqué par toute l'opposition et même par de simples citoyens. Il faudrait vraiment une carapace que construit le Premier ministre pour pouvoir endiguer ces attaques-là. Jury du dimanche, e-radio ITV qui reçoit Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Ben voilà, ça nous permet de parler de cette rentrée du 12 novembre dans un contexte assez particulier, la Covid, un gouvernement qui est attendu. Les écoles sont restées fermées, il faut le rappeler, depuis mars dernier, sauf pour les élèves en classe d'examen qui ont repris fin juin. Les craintes liées à la pandémie de Covid-19 qui avait conduit à la fermeture des écoles sont-elles levées aujourd'hui pour qu'ils retournent, les élèves, qu'ils retournent en classe le 12 novembre? Oui, Dieu merci. Il y a une courbe descendante de la pandémie après les examens. Je pense que nous préparons cette ouverture des écoles et établissements dans la sérénité. Nous avons déjà, grâce au ministère de la Santé, finalisé un nouveau protocole de sécurité sanitaire, maintenant qui prend en compte un certain nombre de dimensions. Aujourd'hui, que les apprenants sont dans la rue, dans les terrains de jeu, dans les grandes manifestations, Gamou, Magal, etc., où je pense que tout le monde sait qu'ils sont plus en sécurité à l'école que dehors. Oui, sauf que aussi en venant, il y a toujours des risques d'amener la maladie à l'école. Mais c'est ça qu'on avait dit. D'où le double défi, protocole pédagogique, mais protocole sanitaire aussi. Mais oui, même dans nos maisons... Comment vous allez vous y prendre? Mamadou, chez vous, chez moi, il n'y a pas de protocole qui tienne. Il n'y a aucun protocole. Je pense que le nouveau protocole sanitaire va prendre en compte cette donne-là. Encore que la pandémie est en train de s'estopper. Espérons maintenant que, véritablement, d'ici le début de l'année, qu'on n'ait plus de virus qui circulent. Et moi, dès le début, j'avais dit que ce n'est pas une maladie qui tue nos jeunes, qui sont bien portants. C'est ça aussi la vérité. De février... Ce n'est qu'une hypothèse. Non, je vous dis, de février à maintenant, nous avons 324 morts. Je vous dis, chaque jour, 800 personnes meurent au Sénégal. D'autres maladies, de paludisme, de diabète, d'hypertension, etc. Oui, on a vu également que la négligence et le non-respect aussi des mesures a conduit aussi certains pays à reconfiner. Hein. Oui, d'accord, mais ici en Afrique... Et l'école peut être un lieu de propagation. D'accord, mais ici en Afrique, il faut regarder la réalité en face. Ce n'est pas une maladie quand même qui tue les jeunes bien portants. Alors, maintenant, ce qu'on risque, c'est évidemment le risque simplement, c'est que ces jeunes-là portent le virus et donc le passent aux grands-parents, etc. Ça, c'est une dimension à surveiller. En tout état de cause, nous continuerons à faire respecter les mesures barrières à l'école. Ça, c'est clair. Donc, port de masque, dispositif de lavage des mains, gel hydroélectrique, donc distanciation tant que c'est possible. Donc tout ça, c'est l'État qui mettra à disposition
Mais absolument. Tous les outils. Tout à fait. Le masque, le savon pour le lavage et tout ce qui va avec. Tout à fait. Il n'y aura pas de pénurie de masques, par exemple. Non, l'État, les collectivités territoriales, tout le monde va s'y mettre, comme pendant la période de révolution. Parce que vous n'allez pas demander aux élèves d'acheter eux-mêmes les masques. Non. Nous avons déjà fait. Les enseignants non plus. Non, nous avons déjà fait. L'État a pris les dispositions. Toutes les dispositions. Nous avons déjà fait les commandes. Et je vous dis même que la première commande n'a pas été épuisée, puisque l'État avait donné, les collectivités territoriales avaient donné, des particuliers avaient donné, les parents d'élèves, les enseignants, tout le monde donne, les parents d'élèves. Donc vraiment ça ne sera pas un problème. Oui, pour cette rentrée qui est différente de juin, parce que c'était juste les élèves en classe d'examen, c'est plus de 3 500 000 élèves qui vont reprendre les cours à partir du 12 novembre. Oui, combien? 4 millions. Même 4 millions. Alors, ma question, le concept Ubbitey Jangetey sera-t-il de mise malgré le contexte d'attente d'un nouveau gouvernement, de pandémie, de la Covid et d'inondation de certains établissements? Oui, c'est-à-dire que pour le concept Ubbitey Jangetey, c'est l'esprit qu'il faut garder. Puisque en temps avant, donc, les cours pouvaient démarrer mais, en fin novembre, début décembre. Et depuis que nous avons donc déroulé ce concept-là, les cours démarrent, tous les cours démarrent au plus tard en fin octobre. Maintenant, avec des hypothèses critiques, parce que malheureusement, il y a des écoles qui ont été construites dans des zones de bas-fond, de cuvettes, etc. Donc dans un peu le Thiaroye, le Guédiawaye, etc. Diamaguène, ces écoles-là, c'est compliqué, même à Kaolack. Ou bien, voilà, c'est ça. Ces écoles-là démarrent souvent au mois de novembre parce qu'il faudra mettre beaucoup de moyens en relation avec les services des sapeurs-pompiers, les services d'hygiène. Il faudra mettre beaucoup de moyens pour évacuer les eaux. Sauf que là, la rentrée, c'est le 12 novembre. Oui, Est-ce que le ministère de l'Éducation s'engage à ce que la rentrée soit effective le 12 novembre, les cours commencent? Le 5 novembre, les enseignants et le personnel administratif vont rejoindre les écoles établissements. Le 12 novembre, les apprenants, tous les apprenants vont rejoindre les écoles. Ça, c'est un décret pris par le président de la République. Il y a maintenant beaucoup de rumeurs, mais tout ça, c'est des rumeurs. Quels que soient les... Quoi? Oui, que nous allons décaler, par exemple, etc. Il n'y aura pas de décalage. Il n'y aura pas de décalage. La rentrée, c'est le 12 novembre. C'est acté, c'est un décret, c'est le 12 novembre. Avec une effectivité des cours? Mais absolument, absolument. Partout où c'est possible, ils vont démarrer. Maintenant, je vous dis que les cours démarrent, la plupart des cours démarrent au plus tard en fin octobre. Parce qu'il y a la mise en place, parce que parfois dans les... Oui, quand la rentrée était octobre. Voilà, c'est ça. Si oui, en fin novembre. En fin novembre. Au plus tard en fin novembre. Les cours vont démarrer en fin novembre. D'autant plus... Donc le 12 novembre, c'est juste peut-être... quoi? Non, ça fait... le 12 novembre... Non, c'est souvent les prises de contact pour un enseignant. Donc tu fais ta prise de contact, ensuite tu délivres les fournitures que les parents devront acheter. Mais au plus tard, en fin novembre, je vous dis, tous les cours vont démarrer, sauf maintenant dans les zones à hypothèse critique où c'est des zones inondables. Le Haut Conseil du dialogue social que dirige Mme Innocence Ntap Ndiaye a convié les départements ministériels que vous êtes en charge de l'éducation et de la formation et les syndicats d'enseignants à un séminaire en vue d'une année scolaire apaisée. Quels sont vos engagements en tant que ministère? Vous savez, souvent les syndicalistes disent que l'État n'a rien fait. Mais vous savez, les points de revendication ont des prénoms et des noms. Sur les questions très importantes, sur les questions de la formation, les syndicats d'enseignants avaient demandé à ce que nous formions les instructeurs adjoints. Sur les 21 000, les 18 000 sont formés. À ce que nous formions ce qu'on appelle les titulaires de diplômes spéciaux. Tous ont été formés par la FASTEF. Les autres, les instructeurs adjoints par le CRFP, par la FASTEF et le ENCRTP. Aujourd'hui,
tous les MEPS là, c'est-à-dire les maîtres d'éducation physique, sont formés. La plupart déjà ont eu le diplôme. Les derniers sont au CNEPS et sont en train de subir une formation. Ça, les questions de formation. Maintenant, il y a les questions de lenteur administrative. C'est vrai. Les dossiers s'amonceler, s'agréger, c'est vrai. Maintenant, ça a été atténué par des opérations coup de poing, par donc, le guichet unique, par un début de dématérialisation, donc de traitement de ces actes-là. Il y a également maintenant les questions d'incidence à incidence financière. Le chef de l'État a fait passer l'indemnité de logement, mais de 60 000 francs à 100 000 francs. C'est 40 000 pour chaque enseignant, c'est 3 milliards par mois. Ce n'est pas rien. Chaque mois, je vous dis, des enseignants reçoivent 2, 3, 4 millions, 5 millions en guise de rappel. Les validations, les mises en solde, les actes de reclassement, d'intégration sont pris chaque jour. Alors, c'est dire que le gouvernement fait énormément de choses. Maintenant, il y a un point d'achèvement, c'est le système de rémunération et de motivation des agents de l'État. Parce que ce système a révélé qu'il y avait des écarts inexplicables entre des fonctionnaires ou des agents de l'État qui avaient le même grade. Justement, il y a une étude qui a été faite du ministère de la fonction publique. Vous m'avez fait l'amabilité de me faire parvenir ce document. Une étude sur la rémunération des agents de l'État. Je pose ma question d'une autre façon. Y aura-t-il une augmentation des salaires pour les enseignants? Mais les salaires sont déjà augmentés avec les 40 000 francs sur les salaires. Mais le problème ici, il demande... Quelle est la problématique? La problématique, c'est que moi, par exemple, je suis enseignant de la hiérarchie A1. Le magistrat est de la hiérarchie A1. Il a plus de 300 000 de salaire ou 500 000 de salaire. Ça, c'était du temps d'Abdoulaye Wade, que l'enseignant. Le douanier, de même grade que l'instituteur, même chose. Donc, ils disent qu'il faut une justice, il faut corriger le traitement salarial. Parce qu'ils disent que c'est normal. C'est compréhensible. Autrement dit, c'est compréhensible. Les enseignants vont se retrouver... Oui, autrement dit, si nous voulions les suivre dans cette perspective-là, mais c'est des salaires qu'il faut augmenter à hauteur de 200 000, 300 000, 500 000. Oui. Ce n'est pas possible en l'état actuel de nos finances. Ce n'est pas possible? Mais c'est une question de disponibilité de ressources. Qu'est-ce qui va être fait alors concrètement? Nous sommes en train de discuter. On a déjà partagé l'étude. On est en train de discuter. Nous allons continuer la discussion pour voir quelles sont les formules ou bien les hypothèses qu'on va mettre en place pour pouvoir trouver une solution à cela. Ils s'attendent à une augmentation. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, il y aura une augmentation. Non. Des questions de définition du montant? Non, le problème, c'est l'augmentation, c'est le ministère des Finances qui peut dire ces choses-là. Mais en l'état actuel des choses, si nous voulons un système de rémunération équitable, il faudrait augmenter des salaires à hauteur des niveaux que je viens de vous indiquer. Pour le moment, ça, ce n'est pas possible. Oui, quelle est la recommandation maintenant pour corriger? Bon, ce que nous avons... Injustice, comme vous le dites. Non, c'est ça. Donc, on a partagé l'étude, on a fait déjà 2 ateliers avec les syndicats d'enseignants. Nous allons continuer à discuter pour voir comment trouver un palliatif à cela. Mais là, en 2020, demander au gouvernement de corriger parce que nous sommes 97 000 enseignants. Les magistrats sont 500 au moins. Donc, ce n'est pas possible. À chaque fois que tu augmentes 10 francs sur le salaire de l'enseignant, c'est la masse salariale prend de la hauteur. Est-ce que vous ne craignez pas que ça soit un point de friction justement qui pourrait remettre en cause le souhait que vous avez tous en tant qu'acteurs de l'éducation d'avoir une année scolaire apaisée? Oui, parmi le G7 quand même, il y a le QSEMS qui demande cela, mais les autres ils sont beaucoup plus flexibles. Je pense que dans l'intelligence, on devrait pouvoir trouver une solution à terme. Mais pour le moment, nous allons limiter à discuter, à voir quelle est la meilleure voie qu'on peut prendre pour trouver une solution, évidemment, surtout faisable. Parce que ça, c'est une question de faisabilité.
Nous avons été patriotes, mais on ne se nourrit pas de patriotisme. J'ai fini de citer un syndicaliste qui a participé au séminaire de Sali, et qui invite justement le gouvernement à respecter les protocoles d'accord signés. Votre réponse? Mais c'est ça que je vous disais. Ils ne vous diront jamais que le protocole n'est pas respecté. Mais je vous ai énuméré un certain nombre d'actes que le gouvernement est en train de poser. Je vous dis, chaque mois, il y a des enseignants qui reçoivent des millions. Chaque mois, il y a des enseignants qui étaient contractuels et qui deviennent donc fonctionnaires ou décisionnaires. Ça, c'est des actes que le gouvernement prend. Maintenant, on ne peut pas prendre tous les points et les résoudre en 24 heures. Ça, ce n'est pas possible. Parce que le protocole d'accord, il est dynamique. Il est dynamique. Donc, c'est des questions qu'on résout chaque jour, chaque mois et chaque année. Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, est l'invité de ce jury du dimanche. Quelques questions sur notre page Facebook. D'abord, Muntagali, pourquoi il ne donne pas la chance aux enseignants de refaire le CAP après l'avoir échoué 2 fois? Rappelons-nous que l'objectif visé était d'éliminer le corps des instituteurs adjoints. Doro Diop, quel est le sort réservé aux enseignants qui ont échoué 2 fois à la formation diplômante? Réponse? Là, peut-être ils n'ont pas l'information, mais nous avons décidé que tous les instituteurs adjoints peuvent donc aller s'inscrire au niveau des CRFPE pour suivre la formation à nouveau et se présenter à l'examen. Le problème est réglé. Samba Thiam, quel mécanisme faudra-t-il mettre en place pour la prochaine rentrée, c'est-à-dire celle-là, tout en sachant que les élèves ont été impactés par la Covid, les élèves qui étaient dans les classes intermédiaires qui n'avaient pas fait cours? Et non, comme je l'ai indiqué, pour les classes intermédiaires, c'est moins méchant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ces élèves-là quittaient l'école fin mai, début juin. Parce que c'est au mois de mai qu'ils font leur composition. Au mois de juin, ils ont quitté. Donc, à la limite, ils ont perdu 1 mois, 15 jours. Le mois de novembre et quelques jours du mois de décembre seront essentiellement consacrés à des séances de rattrapage et de remédiation. Donc, avant d'entamer le nouveau programme, donc, ils vont revenir sur l'ancien programme pour installer toutes les compétences nécessaires que l'élève doit emporter avec lui en classe supérieure. Ibrahim Ba, parent d'élèves à Ourossogui, après lecture de l'arrêté ministériel portant création de nouveaux CM, nous constatons que la commune de Ourossogui n'en fait pas partie, alors que nous avons 5 écoles primaires et un seul collège avec un effectif de plus de 1200 élèves qui s'entassent à même le sol pour les 6e. N'est-il pas temps de répondre à notre préoccupation? Personnellement, j'ai écrit au gouverneur avec ampliation à l'inspecteur d'académie de Matam. Pendant ce temps, on ouvre des 2e collèges à Sinthiou Bamambé, Ouadobéré et Agnam, là où le besoin n'est pas pressant. Mais non, les nouvelles créations sont à l'origine, sont la cause des abris provisoires. Parce qu'on en ouvrait partout. Maintenant, si vous voulez une nouvelle création, il faut justifier non seulement des effectifs, mais aussi des classes physiques. Parce que sinon, vous faites une nouvelle création, les élèves-là sont dans des abris provisoires. Donc, je voudrais recommander d'abord à Moucheba, je ne sais pas s'ils sont des classes physiques, c'est très bien. Si maintenant, s'ils n'ont pas évidemment, s'ils remplissent les conditions, ils pourraient se rapprocher de moi, et puis je verrai pourquoi est-ce que son dossier n'a pas été traité de façon favorable. Très bien, voilà. Il se rapprochera de vous, M. Ba. Voilà. Nous allons écouter les derniers intervenants, toujours sur la question scolaire. Je suis un enseignant qui sert en Casamance. Bon, j'aimerais que vous posiez cette question-là au chargé de la communication du ministère. Qu'est-ce que le ministère a décidé cette fois-ci pour les enseignants qui souffrent des pathologies? Ces enseignants, on les avait demandé de ne pas retourner lors du retour du 25 juin. Est-ce que ça continue toujours ou bien ils vont retourner à leur lieu de service?
Oui. Oui, c'est vrai que nous avions, le ministère avait demandé à tous à tous les enseignants souffrant de pathologies graves de ne pas se présenter pour éviter, évidemment, d'être exposés. Mais ce ne sera pas possible à la réouverture des écoles, parce que cette fois-ci, nous avons 4 millions d'enfants que nous attendons. C'était différent donc des 551 000. Rentrée donc pour tout le monde, le 5 novembre pour les enseignants et le personnel administratif, le 12 pour les élèves. Absolument. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Résultat des examens et concours 2020, CFE 77,04%, entrée en 6e 74,7%, BFM 74,5% et baccalauréat 48,22%. Quelle est votre appréciation de ces résultats? D'abord, il faut féliciter le président Macky Sall qui a décidé d'ouvrir l'école et le ministre Mamadou Talla qui a mis en œuvre cette décision-là. Maintenant, les résultats, c'est très simple. J'ai entendu beaucoup de gens dire oui, pourquoi ces résultats alors qu'on a fermé l'école? Oui, mais lorsqu'on a fermé l'école, le ministre Talla a décidé qu'il y aurait une continuité pédagogique. Certains ont pensé que ce n'était pas très crédible. Oui, ils peuvent toujours le dire. Ils peuvent toujours le dire. Mais si nous avons un site qui a presque 1 million de visites, il y a des contenus, des exercices. Les télévisions, on fait du téléenseignement avec notre télé, avec donc les télés privées. D'ailleurs, on en profite pour remercier ITV et tous les autres télés, TFM, Télé-École, RV. Nous vous remercions pour cela. Nous avons donc reprographié des cours parce que dans certaines zones, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet. Nous avons amené des cours là-bas aux enfants. Nous avons revu le programme de façon qualitative. Nous avons visé les compétences essentielles. Ils oublient également que 97 000 enseignants et plus de 100 000 étudiants étaient dans les maisons et encadrés donc les élèves en classe d'examen. Au vu de ces résultats, Mamadou Talla passe. Oui, Il vraiment, peut espérer être conduit dans la prochaine équipe gouvernementale. Oui, c'est un ministre qu'il faut féliciter parce qu'il pouvait choisir la solution la plus facile, c'est de fermer l'école et d'attendre que la pandémie s'estompe. Voilà. Mais il a préféré prendre les risques. Heureusement pour nous, heureusement pour tous ces enfants-là qui sont aujourd'hui en France et un peu partout pour poursuivre les études, heureusement pour tous ces enfants qui ont réussi à leur examen. On va voir si le maître de la classe gouvernementale va l'admettre en classe supérieure. Oui. Dernière chose, mais on prend 1 minute pour cela, les caricatures du prophète Mohammed. D'abord, vous êtes un décideur de l'éducation nationale, vous êtes également un enseignant. C'est ça. Alors, des caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à l'école en France, avec l'assassinat par décapitation d'un professeur d'histoire, Samuel Paty, par un jeune de 18 ans qui a été abattu. L'école, lieu d'éducation et de socialisation, c'est ce qu'on dit, peut-elle caricaturer les prophètes au nom de la liberté d'expression? Ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est la liberté de blasphémer. L'école, elle est laïque, elle est républicaine. Mais la laïcité, c'est le respect de la différence, c'est le respect de la diversité de l'autre. Ce n'est pas, en fait, c'est une violence aujourd'hui, le blasphème. C'est une violence qui appelle une violence. Et à l'école, on enseigne le respect de l'autre. Ce professeur d'histoire n'aurait pas dû? N'aurait jamais dû, ni lui, ni un autre. Pourquoi? C'est parce que c'est universel que dans les écoles, il faut s'interdire de montrer des caricatures. Oui, l'Europe a connu le temps des inquisitions. Il faut faire très attention à toutes les questions relatives à la foi, au culte, parce que c'est des questions qui peuvent violenter le fidèle. Quand vous caricaturez le prophète Mohammed, mais vous touchez ce qui est... Vous savez, le musulman aime beaucoup plus le prophète Mohammed que ses propres parents. Alors, je pense que
et les plus hautes autorités devraient s'abstenir de cautionner de telles pratiques. On n'a pas entendu le gouvernement sénégalais se prononcer sur Oui, mais cette affaire. Oui, mais je dis que les plus hautes autorités devraient s'abstenir de cautionner certaines pratiques. Parce que quand vous le cautionnez, vous les cautionnez, là, vous cautionnez ces pratiques-là, ce qui arrive, c'est que vous mettez en danger vos concitoyens. Très bien. Qui ne sont pas en sécurité, alors que vous êtes en sécurité. Il faut quand même relever cette attaque au couteau aussi à la basilique Malheureusement. Notre-Dame de Nice. 3 morts, dont 2 égorgés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'opposer des religions finalement? Mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis, parce qu'il y a eu le temps des Inquisitions. Cela aussi doit être condamné. Mais absolument, parce que c'est une violence qui appelle la violence. Il faudrait... Oui, mais tuer un professeur, ce que je veux dire, l'islam... réagir, attaquer des fidèles dans une église, est-ce que... Ça, c'est du fanatisme. L'islam ne demande à personne d'aller attaquer des gens qui sont innocents, qui n'ont rien à voir avec ça. Alors, ce que nous recommandons, c'est vraiment, véritablement, le respect donc de l'autre dans sa différence et sa diversité. Dernière chose, question politique. Thiès, vous y êtes, vous venez de Thiès, vous avez milité à la base dans cette ville. Vous êtes candidat à la mairie de Thiès? Ah oui, notre parti va présenter des candidats dans les 3 communes et dans le département. Et vous-même, vous êtes candidat? Mais absolument, absolument. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, c'est les fonctions électives. Et nous voulons travailler avec Benno Bokk Yakaar, si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, nous prendrons nos responsabilités. Et si le candidat de Benno Bokk Yakaar devait être le maire sortant à la Silla? Non, à Thiès, il y a Thiès Est, Thiès Nord et donc Thiès Ouest. Talla est maire de la ville. Oui, je parle de la ville. Voilà, maire de la ville. Pour le moment, je serai candidat là où j'habite, c'est à Thiès Est. Pour le reste, nous verrons. Merci Moustapha Diagne. Je rappelle que vous êtes le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes également coordonnateur de Macky 2012. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter cette émission, le jury du dimanche, iRadio, ITV. La technique Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation, prise de son Modou. Et puis vous avez le site immedia.sn avec Babacar Fall pour le texte et pour la photo Pape Doudou Diallo qui vous fera le compte rendu de cette émission. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.